Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre podcast Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et ici nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un message via l'appli Encore ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Comme ce podcast sera en 2 parties, je pourrai diffuser certains de vos messages à la prochaine rencontre. Amis auditeurs, bienvenue dans la seconde partie sur la charge mentale. Ne t'inquiète pas, tu peux écouter cet épisode sans avoir au préalable écouté le premier, mais je t'encourage vivement à le faire. Nous avons reçu la pasteure Dominique Buffon-Racoteau et nous avons vu que la charge mentale n'est qu'un problème parmi d'autres que Dieu a déjà réglé d'avance. Nous avons parlé de la femme vertueuse qui excelle dans tous les domaines de sa vie et avons fait un lien avec nous. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur le site Advent Life Connect, dans la rubrique podcast, et bien sûr, tu choisis Bien au-delà. Dans cette seconde partie, nous recevons le pasteur Mathieu Fury, qui fait partie du ministère de la famille de la Fédération française adventiste Nord. Mathieu est l'époux d'une infirmière et le père de 6 enfants. Nous avons hâte d'écouter ce que la charge mentale représente au masculin. Je crois qu'avec un tel CV, il a de quoi nous apprendre. Alors Mathieu, pour démarrer les hostilités, bien sûr avec de grosses guillemets, je vais te demander... Comment comprends-tu la charge mentale? Quelle définition en donnerais-tu? Pour moi, la charge mentale, c'est une préoccupation constante. C'est être dans l'anticipation. Qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je dois faire? À tout moment, je me préoccupe de la tâche que je vais accomplir après celle que je suis en train d'accomplir. C'est-à-dire que la charge mentale, finalement, c'est une pression qui s'exerce sur l'individu, lequel se sent responsable, généralement de sa famille, de l'éducation de ses enfants, et donc il est dans une course à la tâche. Il passe d'une tâche à l'autre. Et donc, on peut imaginer très rapidement que cette charge mentale, ce poids psychologique, produisent des effets psychiques et physiques, et qu'il ait donc un impact sur la relation au sein du couple, déjà, et ensuite aussi sur la relation entre le parent, parce qu'il s'agit bien souvent d'un parent, et son ou ses enfants. Est-ce que, Anita, tu as quelque chose à rajouter à cette définition pour rappel de ce que tu as dit à la précédente émission? Oui, on l'avait vu lors de la précédente émission, effectivement, on retrouve cette notion d'organisation, peut-être un peu défaillante, de ce poids psychologique, les effets physiologiques, effectivement, donc qui appellent à des réponses bien particulières qu'on a pu voir plus avant dans l'émission précédente. C'est intéressant effectivement d'avoir ce point de vue masculin, puisque nous avions vu que les femmes étaient considérées comme étant les plus touchées par cette notion de charge mentale. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue, un point de vue masculin qu'on va voir avec Mathieu aujourd'hui. Oui, Mathieu, en fait, une étude a montré que 8 femmes sur 10 ressentent une charge mentale, notamment domestique. Donc ça fait que 2 hommes sur 10. Alors, je suis désolée, mais il faudra que tu sois le porte-parole aujourd'hui de ton genre. Mais blague à part, pourquoi, selon vous, Mathieu et Anita, pourquoi cette charge mentale est-elle plus ressentie chez les femmes que chez les hommes? Bon, moi, je pense que a un sens très aigu de ses responsabilités. Dans un premier temps, c'est quand même elle qui a porté ses enfants. Elle les a abrités dans son sein, elle les a nourris dans son intimité. Et lorsque ses enfants viennent au monde, quelque part, elle les considère comme siens. Bien sûr, son mari ou son partenaire a aussi participé à la conception de ses enfants. Mais pendant le développement du fœtus, il est resté spectateur, alors qu'elle était actrice.
Et ensuite, eh bien, d'une certaine façon, elle prolonge son intention d'accompagner l'enfant dans son éducation, dans sa croissance, et elle souhaite qu'il grandisse dans les meilleures conditions. Et elle veut aussi donc pour sa famille, eh bien, une maison qui soit agréable, confortable, qui offre de bonnes conditions de vie. Et elle veut aussi pour ses enfants qu'ils grandissent avec de bonnes habitudes, qu'ils développent de bons principes, etc., etc. Je vois un souci vraiment qui est très développé chez la femme pour le bonheur et le bien-être des siens. Si je puis me permettre, j'adhère complètement à cette position et elle n'est pas étonnante puisque on l'a vu à travers cet exemple de l'épouse vertueuse que Dieu en fait a doté les femmes de capacités pour pouvoir entretenir les choses, pour pouvoir s'occuper de différentes choses à la fois. Pourquoi est-ce que c'est plus ressenti chez la femme que l'homme? Pourquoi est-ce que cette notion de charge mentale est plus ressentie chez la femme que chez l'homme? Eh bien, je pense qu'il y a aussi un aspect historique qui vient un peu confirmer, en tous les cas, être à l'origine de ce sentiment qui aujourd'hui qui ressort des discussions, qui vient du fait que la femme historiquement s'occupe du foyer. Autrefois, la femme s'occupait des enfants, elle s'occupait de l'ordre domestique. On le voit également dans ce que nous propose le texte biblique. Et dans cette logique, toute l'organisation de la société s'est structurée autour de cette répartition des rôles. Et ce n'est qu'après-guerre, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais ce n'est qu'après 1945, lorsque les femmes ont commencé à travailler hors du foyer et qu'il y a eu, donc une fois que la paix est revenue, une explosion du travail des femmes. Jusque dans les années 70, la moitié simplement des femmes travaillaient, avaient une activité professionnelle extérieure au foyer. Aujourd'hui, elles représentent les trois quarts des femmes. Donc, dans cette logique, la femme a occupé pendant très longtemps un rôle bien précis qui est, comme l'a souligné Mathieu, d'abriter les enfants, de pouvoir subvenir à leur bien-être, à l'entretien du foyer pour en faire un foyer agréable. C'est le rôle que la femme a historiquement. Et j'aimerais même dire bibliquement, puisque lorsque Dieu a créé Ève, il l'a créée pour être une aide d'Adam. Donc on voit bien que il y a différents rôles qui sont proposés. Et aussi dans le congé de maternité, on voit que la femme a aujourd'hui 122 jours de congé maternité, donc pendant lequel elle peut commencer à s'occuper de son enfant, alors que le père a 11 jours, bientôt 14, mais 11 jours. Idem pour le congé parental, on voit que le congé parental est largement pris par les femmes, même s'il a été réduit il y a très récemment, en 2017, mais il a largement été pris par les femmes. Donc, il y a une position historique qui fait que la femme, naturellement, déjà a été dotée des capacités pour s'occuper des différents sujets en même temps, mais en plus, elle a cette propension à soigner, à réconforter, à s'occuper du bien-être d'un foyer. Traditionnellement, la place de la femme eh bien, se situe à l'intérieur du foyer et celle de l'homme à l'extérieur du foyer. Hein. Je dis bien traditionnellement. Certains parlent de système patriarcal. Alors malheureusement, ça prend aujourd'hui une tournure très péjorative. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Hein, avant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la femme régnait dans sa maison. Elle était la reine chez elle et effectivement, elle dominait littéralement l'espace domestique. Donc l'homme, lui, n'investissait pas cet espace-là. Lui, il investissait l'extérieur de la maison. Maintenant, les choses ont bien changé. Hein. Certains vont dire heureusement, d'autres vont dire malheureusement, mais les choses ont bien changé parce que les femmes ont été eh bien, envoyées au travail. Dans l'effort de guerre, il a fallu que les femmes aussi
eh bien, participent donc à la confection, à la fabrication de vêtements, d'armes, d'obus, de munitions, de tout ce que vous voulez. Et donc, eh bien, ça ne s'est pas arrêté là. Après, lorsque la paix est revenue, tu l'as bien dit, Anita, lorsque la paix est revenue, eh bien, effectivement, les femmes sont restées sur le marché du travail. Et puis, aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent, je dis bien à l'extérieur du foyer, attention, hein, qu'on se comprenne bien. Pour moi, le travail à l'intérieur du foyer est un travail très, très prenant, harassant, parce que je le connais très bien en tant que père de 6 enfants, ayant moi-même assumé cette charge-là, la charge domestique, ayant moi-même aussi l'expérience du suivi et de l'accompagnement de 6 enfants, alors que ma femme était donc très, très occupée, très préoccupée aussi par sa profession. Eh bien, je peux comprendre que depuis que les femmes, eh bien, travaillent également à l'extérieur du foyer, elles assument 2 rôles en fait, ou elles assument, oui, 2 postes en même temps. Et donc aujourd'hui, beaucoup se disent débordés, beaucoup se plaignent, beaucoup estiment que leur mari ou que le père de leurs enfants, eh bien, n'en fait pas assez. Et donc, il arrive que certaines, c'est vrai, s'écroulent. Elles sont fatiguées, elles sont épuisées. On parle de burn-out, avec voilà, la démotivation qui l'accompagne, l'irritabilité, l'envie de s'isoler, la mauvaise humeur, et puis le pessimisme. Donc ça, c'est le problème, la charge mentale de l'épouse et mère d'aujourd'hui, et qui souvent se plaint de ne pas être assez soutenue par son compagnon, par son mari. Je voudrais souligner quelque chose que tu viens d'aborder, Mathieu, à savoir que la femme décide de travailler et ensuite, eh bien, elle se plaint d'avoir différentes choses à supporter. Est-ce que c'est pas une position dans laquelle elle se met volontairement? On l'a bien vu pendant le confinement que il est tout à fait possible de rester chez soi, de s'occuper de sa famille, ça, évidemment, ça limite les frais engagés. Puisqu'on n'a plus besoin de payer des frais de cantine, des frais de garderie pour ses enfants, on n'a plus besoin d'avoir peut-être une seconde voiture. Ça limite énormément les frais. Lorsqu'on lit le texte de l'épouse vertueuse, on voit qu'elle trouve de quoi s'occuper tout en permettant de cumuler les choses de façon équilibrée avec sa vie de foyer. Donc peut-être que plutôt que de chercher un travail salarié, peut-être que juste ponctuellement des missions rémunératrices seraient en fait largement suffisantes et peut-être même plébiscitées par Dieu pour que la femme puisse sortir de cette posture volontaire dans laquelle elle se place, à savoir se surcharger et Oui, c'est ensuite se vrai. plaindre Alors d'une charge mentale. effectivement, il y a le choix personnel. Mais beaucoup te diront ou vous diront que finalement, elles n'ont pas vraiment le choix. Et puis, aujourd'hui, la société pousse les femmes à faire carrière, hein, c'est évident, ça crève les yeux. On encourage les femmes à faire carrière, à se montrer fortes, indépendantes, combatives, héroïques, guerrières, à se vendre, bien sûr, sur le marché du travail. Donc, c'est vrai que les conditions de vie des femmes aujourd'hui sont difficiles, il faut le dire, et peut-être qu'elles devraient réfléchir à la possibilité de retrouver une forme plus douce d'existence, peut-être plus agréable. Encore faut-il avoir aussi un mari ou un partenaire agréable, et puis d'avoir les conditions pour cela. Alors, par exemple, en ce qui nous concerne, mon épouse et moi, nous avons opté pour une épouse aussi disponible que possible pour sa famille, donc une maman auprès de ses enfants, jusqu'à privilégier l'instruction en famille. Et donc mon épouse, aussi longtemps que possible, est restée auprès de ses enfants. Elle a donc professionnellement, eh bien, elle a peu évolué pendant les premières années du développement de notre famille, mais il est arrivé un moment où elle n'avait plus trop le choix sur le plan économique, hein. Donc c'est vrai que nous avons aussi testé cette position qui n'est pas des plus enviables,
où l'un des membres du couple, donc l'un des deux parents, eh bien, assume une double charge parce que l'autre travaille à plein temps et lui aussi. Et donc ça a été le cas de mon épouse et c'est le cas d'ailleurs actuellement de mon épouse. Mais ça a aussi été mon cas à moi pendant quelques années parce que mon épouse a dû travailler à plein temps pendant presque une dizaine d'années déjà jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est intéressant, Mathieu, parce que toi, tu as vraiment vécu ce quotidien de ces femmes qui doivent gérer tout en même temps, le travail, le foyer, les enfants, et quitte à ne plus avoir de temps même pour elles-mêmes. Absolument. Et il m'est aussi arrivé de ne pas avoir le temps d'aller aux toilettes, mais littéralement, quoi. J'avais tant de choses à faire, tant d'urgences, que je devais retarder ce moment tant souhaité. Donc, vous, vous voyez, ça peut aussi retomber aujourd'hui sur la tête d'un homme. Parce que tout simplement, ben, il est contraint d'assumer cette charge mentale en l'absence de son épouse. Bien sûr, il faut une concertation dans le couple. Ceci dit, idéalement, et là je rejoins Anita, si l'un des deux peut être déchargé d'un certain nombre de fardeaux, d'un certain nombre de devoirs, pour se consacrer davantage à la famille, parce que c'est un choix, parce que c'est une volonté, et on sait que là où il y a une volonté, il y a un chemin, eh bien, j'estime que il y a là vraiment de quoi probablement vivre quelque chose de plus agréable et de plus aussi de plus durable pour la famille. Ceci dit, un homme peut aussi prendre sa part. Et voilà, je pense qu'il faut aller dans le sens de plus peut-être d'équité, mais quoique, voilà, il faut considérer toutes les situations, enfin, et chaque situation est particulière. Bon, pendant un temps, c'était ma femme qui accompagnait les enfants dans leurs travaux scolaires, et puis pendant un autre temps, ça a été moi. Mais pourquoi? Parce que je me suis retrouvé à la maison à faire des études et elle travaillait, elle était en quelque sorte le soutien de famille. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus, de mon point de vue, des couples entre guillemets modernes, enfin, et des couples qui s'adaptent quoi, à la vie comme elle est aujourd'hui, avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup de rebondissements, du changement en permanence. Ben, nous, on a vécu tout ça et ça, c'est pas terminé. Donc voilà. Maintenant, voilà, il y a une période pendant laquelle j'avais toute la charge familiale sur le dos ou sur la tête, et maintenant c'est ma femme qui la reprend. Voilà, elle a changé de poste, elle a changé d'emploi. Elle était directrice d'EHPAD, maintenant elle est de nouveau SMARA, elle est infirmière. C'est un choix, c'est voulu, c'est stratégique justement pour qu'elle puisse se réapproprier un petit peu je vais dire, ses prérogatives au sein du foyer. C'est un choix personnel pour être plus proche des enfants. Mais si je peux me permettre, Mathieu, je voudrais savoir, est-ce que quand tu travaillais hors de ton foyer, tu te sentais libre de toute charge mentale? Est-ce que cette charge mentale, elle est venue à partir du moment où tu as dû rester travailler dans ton foyer et du coup t'occuper de cette fameuse deuxième journée que tu t'es senti chargé? Je ne sais pas si c'est un terme qui s'utilise, qui existe, mais est-ce que tu t'es senti chargé à ce moment-là seulement quand tu étais chez toi? Et pourquoi pas en parler comme ça? Alors, j'étais bien plus chargé quand j'avais en même temps donc des responsabilités professionnelles, donc que j'ai toujours, hein, vous savez ce que c'est, vous répondez aux mails, vous répondez aux coups de fil, aux SMS professionnels, hein, toujours. Vous avez des rapports à rédiger, vous avez des rendez-vous, etc., etc. Et donc, il y a l'aspect professionnel et en même temps encore, vous devez penser à faire les courses. Pour ma part, certaines semaines, je faisais les courses, pardon, et la course en même temps, trois ou quatre fois, c'est un joli hiatus, 3 ou 4 fois. Ben, tout ça, ça prend énormément de temps.
Et donc, ça fait que vous avez l'impression en permanence d'étouffer, de manquer d'air, de manquer d'espace, de manquer de temps. Les journées passent à une vitesse ahurissante. Arrive le soir, vous avez l'impression que voilà, vous venez à peine de vous lever. Et c'est vrai que ça, j'ai connu pendant un certain temps, hein, alors que mon épouse avait des responsabilités professionnelles importantes. Et donc, c'est vrai que la charge mentale augmente, forcément. Plus vous devez vous investir et plus la charge mentale est importante. Et là, il faut faire attention au burn-out. D'accord, donc c'est vraiment quand tu as dû combiner cette vie au foyer que tu t'es rendu compte effectivement que ces 24 heures n'allaient pas être assez suffisants. Alors c'est vrai, je l'ai senti davantage, hein, parce que quand vous êtes au four et au moulin, bien, vous ne savez plus où donner de la tête, hein, tantôt au four, tantôt au moulin. Mais c'est vrai qu'un employé, qu'un patron, qu'un travailleur tout simplement, eh bien, peut éprouver également cette lourdeur ou ce stress. Hein, en fait, c'est un stress aussi dans son travail parce que les tâches s'accumulent et il prend du retard. Et donc, oui, je l'ai eu cette impression et ça m'arrive encore, hein, évidemment, de devoir courir après un train. C'est-à-dire que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, par exemple dans la journée ou dans la semaine, et ça crée du stress. Alors on sait que chez la femme, la charge mentale, ce stress justement, de devoir penser au ménage, au travail, etc., se manifeste par des changements d'humeur. Elle est stressée, d'humeur maussade. Parfois même ça devient physiologique, ses menstruations s'arrêtent. Mais comment reconnaître les signes chez un homme, puisque vous êtes en général moins enclin à exprimer vos émotions? Comment reconnaître les signes d'alerte qui montrent que là, la coupe commence à déborder? Oui, alors je peux parler d'expérience, hein. Euh, on devient imperméable à la joie parce qu'on est fatigué, on est usé à la fin de la journée et on n'arrive plus à se détendre. On a les mâchoires serrées, on a les traits tirés et l'homme peut devenir facilement irritable, mais c'est lié à la fatigue, il peut manquer de recul par rapport aux circonstances. Et bon, on n'est pas tous égaux hein, face au stress, hein. Il y en a qui peuvent encaisser beaucoup de stress, qui sont naturellement résilients, et d'autres qui craquent hein, ou qui désespèrent à la moindre pression. Donc, bon, moi j'estime que j'ai tenu quand même assez bon. Euh, Maintenant, quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas compte à quel point on est fatigué. Souvent, c'est ça, euh, parce que les hormones travaillent, le cortisol fait son effet. Hein. On a une cortisolémie très élevée dans ces moments-là parce que on est en mode défensif ou au contraire dans une position d'attaque. Hein, parce que voilà, on veut abattre le travail qui est devant nous et on n'a pas vraiment le choix. Donc c'est une question de survie et on lutte pour sa survie, on lutte pour la survie de sa famille. Et après quoi, il peut arriver qu'à un moment donné, on s'effondre, on perd un petit peu sa motivation, on peut perdre parfois jusqu'au goût de la vie, hein, tout simplement, aux joies les plus simples, on les apprécie plus. Euh, on peut désespérer de l'avenir. Enfin voilà, il y a différents symptômes qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Moi, j'ai un mental assez fort. Par contre, j'ai connu des épisodes de grosse fatigue avec des maladies saisonnières. C'est-à-dire que vous êtes plus vulnérable aux maladies, hein, parce que voilà, vous en faites trop. Alors du coup, vous tombez malade et le corps vous dit «Eh oh, stop, arrête là, prends un peu de repos, ça te fera pas de mal». Donc moi, je sais que ça pouvait m'arriver en hiver de tomber malade. Oui, voilà, souvent notre corps nous donne des signes hein, que là, c'est trop, il faut se reposer. Mais c'est notre tête qui, justement, veut en faire qu'à sa tête et après, on en paye les conséquences.
Mathieu, Anita, est-ce que vous pouvez nous dire, donner des conseils sur comment se soulager de ce stress, de cette charge mentale? Est-ce que vous avez des conseils personnels? Est-ce que vous avez un passage ou un personnage biblique qui serait un bon exemple de cette gestion du stress? Alors, moi j'aime bien ce verset que je lis dans la première lettre de Pierre, qui dit « Déchargez-vous sur lui », c'est-à-dire sur Dieu, de tous vos soucis. Parlez à Dieu de vos soucis, faites-lui part de ce que vous vivez, faites de lui un confident. Je crois que ça aide vraiment, ça permet un peu d'évacuer cette forte pression qui peut s'installer en soi. Et puis j'aime beaucoup l'épisode qu'on trouve dans le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu où les disciples s'affolent. Les disciples s'affolent, pourquoi? Parce que leur barque prend l'eau. Donc l'eau monte à l'intérieur de la barque et qu'est-ce qu'ils font? Ils écopent, ils écopent, ils écopent. C'est l'image un petit peu de cette charge mentale, quoi, que l'on peut éprouver. On a l'impression que notre embarcation va s'enfoncer et qu'on va se noyer, en fait. Et les disciples pensaient qu'ils allaient se noyer là au milieu du lac de Tibériade, alors que le vent soufflait très fort, alors que les vagues étaient très hautes et qu'elles s'abattaient sur le bateau. C'est un peu ça. Et donc, quand on est en charge ou en surcharge mentale, eh bien, on panique, on est un peu comme ses disciples, on s'agite, on n'est pas tranquille, on s'inquiète, on anticipe, on a peur de ceci, d'oublier cela. Et puis, on voit qu'à un moment donné, les disciples réalisent que Jésus est là, au milieu d'eux. Il ne dit rien, tout simplement parce qu'il dort, il est tranquille. Et c'est vrai que Dieu est toujours tranquille. Il est là à côté de nous pour nous apaiser, parce qu'il est lui-même apaisé. Et donc le Christ est apaisé, le Christ n'a aucune angoisse, aucun stress. On peut dire qu'à ce moment-là, il n'avait aucune charge mentale. Et donc les disciples le réveillent et il dit tu te soucies pas de ce que nous périssons, quoi. Le Christ leur fait un reproche en disant mais vous manquez de foi, les amis, vous manquez de foi. Et ensuite, il menace le vent et la tempête, et tout d'un coup, le calme s'installe et les disciples sont ébahis, quoi. Je pense qu'on devrait pouvoir faire cette expérience plus souvent. On s'appuie trop souvent sur nos propres forces. On veut tout gérer par nous-mêmes. On est dans un désir de contrôle absolu des circonstances. On a peur de manquer quelque chose, de rater l'éducation de ses enfants. Voilà, on accumule peut-être à tort les sorties, les rendez-vous, je sais pas moi, les cours de ceci, et, et les allées-venues entre la maison et l'extérieur de la maison. Donc là, je crois qu'au milieu de cette tourmente, il y a quelqu'un qui s'attend à ce qu'on le sollicite et qui a une solution. Et moi, je crois que Dieu a une solution pour chacun de nous, pour chaque couple, pour chaque parent, pour chaque enfant, dans la mesure où il peut effectivement l'accueillir, ce Christ qui est comme il le dit lui-même, le prince de la paix. Amen, amen. C'est très très juste, hein, cette image de la barque qu'on essaye de vider par nous-mêmes. J'ai une autre question pour toi et Anita. Pour reprendre ton image de Jésus qui dort pendant la tempête et de ses disciples qui lui demandent de l'aide quand ils n'ont plus de ressources personnelles, est-ce que finalement ce n'est pas un manque de foi que ses disciples et nous aujourd'hui nous tournions vers lui qu'au moment où on est à bout de force, qu'on a tout essayé? Oui, en tout cas, c'est ainsi que Jésus, eh bien, considère la situation. Il regrette que ses disciples aient justement manqué de foi. Jésus leur fait un reproche. Le problème, c'est que trop souvent, comment on va dire, on cherche à gérer, maîtriser, planifier, anticiper les choses. Et puis après, quand ça va plus, on cherche un secours, on cherche de l'aide. Je pense qu'il faudrait peut-être, avant d'en arriver là, bien se tourner justement vers le Christ et puis lui demander s'il peut pas nous accompagner dans tout ce que l'on fait. Je pense qu'il a des conseils pour chacun de nous.
La parole de Dieu, la Bible, donc, est pleine de bons conseils, d'enseignements qui peuvent nous accompagner au quotidien et peut-être nous éviter les écueils, nous éviter les naufrages, nous éviter les noyades. Je vais, je vais me permettre aussi d'aller dans le sens de Matthieu. Effectivement, dans ce passage de Matthieu 8, les Dieu en dernier recours. Et pourtant, Dieu nous a donné un formidable outil pour nous rappeler que nous pouvons constamment compter sur lui, qui est le sabbat. On parlait donc du feu de l'action, de pas prendre de recul sur les événements, ce qui crée du stress, d'irritabilité. Et à cela, Dieu nous a donné cet outil qui nous dit par le sabbat, suspends ton activité. On parlait du peur du manque. Dans les conseils qui sont donnés aux Israélites, il était déjà conseillé de préparer un repas la veille pour ne pas avoir à cuisiner, donc de te contenter de ce que tu as au moment donné. On parlait du contrôle. Dans Exode 20, il est dit que personne ne travaillera, ni la servante, ni le serviteur, ni l'âne, ni l'étranger. Donc on arrête tout contrôle, on lâche prise par cette suspension des activités séculières pour pouvoir se tourner vers autre chose. Donc il y a déjà ce formidable outil qui a été mis à la disposition des hommes pour pouvoir prendre justement ce temps de recul sur l'activité pour pouvoir donc se ressourcer et repartir peut-être de plus belle. Il faut savoir lâcher du lest. Tout à fait, parce que bien souvent, on en fait trop, on se surcharge, je dirais presque involontairement. On n'a pas l'intention de se surcharger, mais on se surcharge sans même le vouloir ou s'en rendre compte. Et le sabbat nous permet de prendre du recul par rapport à ce que nous vivons dans la semaine, nous permet de prioriser nos activités, nous permet d'aller à l'essentiel et de nous rappeler que l'essentiel finalement est au sein de la famille, d'entretenir de bonnes relations les uns avec les autres, de trouver le temps de parler, de trouver le temps de s'amuser ensemble, de manger ensemble, peut-être de jouer ensemble, de lire la Bible ensemble, de chanter ensemble, de faire d'autres choses ensemble. Et parce que la vie, c'est vrai, elle passe, hein. Nous devons pouvoir, avec l'aide de Dieu, eh bien, la considérer sous le bon angle. Et donc développer davantage ces qualités d'être plutôt que le faire et que l'accumulation donc d'activités ou de gestes de manière mécanique. Oui, et ça nous pousse aussi ça nous oblige en fait à nous organiser pour pouvoir créer ce temps, ce qui est souvent donc voilà une des conséquences, une des origines de la charge mentale. C'est ça. Et on apprend donc à se débarrasser de tout ce qui pourrait être inutile ou superflu ou non essentiel. On devient minimaliste. Vous savez, quand on a beaucoup d'enfants, moi j'en élève avec mon épouse 6, bien on devient un peu plus souple sur beaucoup de choses qui nous semblaient jusque-là essentielles, indispensables, non négociables. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas si indispensable et que ça peut se négocier, ça peut s'assouplir, ça peut se modifier. On ne transige pas avec nos valeurs, on ne transige pas avec ce que nous pensons être le socle de la vie, les choses les plus importantes. Par contre, on va être plus souple, je ne sais pas, sur nos exigences vis-à-vis parfois de nos enfants, vis-à-vis de nous-mêmes. On va donner un peu de mou et puis on se rend compte que on se porte pas plus mal et que les choses vont tout aussi bien. Moi, je sais que ma femme a cette capacité justement à laisser de côté des travaux qui sont à faire, mais qui sont pour le moment non essentiels, afin d'accorder du temps aux enfants ou de faire quelque chose qu'elle juge elle-même prioritaire. Et par là, eh bien, elle se soulage d'un stress et elle remet à plus tard ce qu'éventuellement, avec plus de, je
dirais, d'agressivité, et un petit peu de précipitation, elle aurait pu faire dans la même journée. Donc, si je comprends bien, ce sont des choix. Oui, c'est une question de choix, une façon de s'organiser. Si on devait résumer, dites-moi si vous êtes d'accord, ce serait prioriser, prier et observer le sabbat pour avoir vraiment ce temps de repos, le temps de se relaxer et de remettre les compteurs à zéro. Oui, et puis j'ajouterai encore un P, on a dit prioriser, prier, c'est-à-dire pour trouver en Dieu plus de sagesse, plus d'intelligence dans notre façon d'être et de faire, et puis aussi partager. Partager avec son conjoint, avec l'autre parent, eh bien, ses préoccupations et partager les tâches. Ça s'appelle la répartition des tâches. C'est toujours nécessaire dans un couple qu'il y ait une répartition des tâches de manière raisonnable. Alors, il y en aura un qui aura forcément un peu plus que l'autre en termes d'éducation, en termes de vie domestique. Oui, et comme tu as l'habitude de le dire lors de tes interventions, Mathieu, dans le ministère de la Famille, c'est de tout faire dans une bonne entente. Il faut que les deux parties soient d'accord, c'est très important. Alors, je vous remercie beaucoup, Anita et Mathieu, pour votre participation à ce sujet. Ça a été très édifiant, ça a été un vrai plaisir. J'espère que ça plaira aussi à nos auditeurs. Et j'espère vous revoir, surtout toi, Mathieu, puisque Anita, tu es coincée avec moi. J'espère te revoir bientôt. Merci Noé. Ce fut un plaisir, oui. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt!